On est 2500, on a une trentaine d'implantations sur tout le territoire national. On a des équipes qui travaillent sur beaucoup de domaines différents. Et pour résumer, en gros, nos missions sont des missions d'expertise et d'ingénierie publique sur toutes les thématiques liées à l'aménagement des territoires pour gérer toutes les questions, toutes les politiques publiques en lien avec la transition écologique, la résilience, l'adaptation au changement climatique. Donc le bâtiment est un des 6 grands domaines d'intervention du CEREMA et nous avons des équipes qui sont implantées dans toute la France et qui ont des domaines d'expertise particuliers. Donc là, en l'occurrence, on va traiter du sujet du bâti ancien. Alors avant de commencer, je vais faire un petit sondage. Est-ce qui n'a pas entendu parler de Creba? Et j'espère qu'il n'y aura pas grand monde comme ça. Voilà, ok. Donc ce qui me rassure, c'est qu'il y a quand même des gens qui ont entendu parler de Creba. Donc on va venir parler sur ce sujet, le bâti ancien, qui est en fait dans la continuité de la présentation d'Angélique Sage d'Effinergie, pour parler du bâti ancien qui est en fait qui caractérise le bâti construit avant 1948. Alors c'est très précis comme date 1948. D'un point de vue réglementaire, au niveau de la réglementation thermique, aujourd'hui on parle du 1er septembre 1948 qui définit les bâtiments d'avant et après, donc c'est assez chirurgical comme une frontière. Mais en gros, l'après-guerre en fait a donné lieu à un changement assez important des pratiques de construction. On parle de la période de la reconstruction, on parle de techniques constructives qui vont changer, où on passe sur des matériaux qui sont industrialisés et avec une transition assez rapide. Donc on voit qu'on va passer donc, de techniques traditionnelles avec une compétence forte sur le bâti à des techniques donc, au bâti moderne avec des matériaux industrialisés. Et on va voir que ce virage a des conséquences assez importantes par rapport aux questions qui sont liées à la gestion de ce parc patrimonial. Alors, on va parler de bâtiments, mais pas que, parce que le sujet de la rénovation du bâtiment, il répond à de très nombreux enjeux. Les enjeux de la vacance et de la construction neuve, les enjeux de la dégradation du parc. Là, on est en train de parler de volumes très importants de bâtiments. Au niveau résidentiel, par exemple, le parc français dépasse les 30 millions de logements. Et le parc bâti ancien, donc celui qui date d'avant 1948, représente un tiers de ce parc. Donc on n'est pas en train de parler des monuments historiques et d'une niche, on est en train de parler d'environ 11 millions de logements en France. Et la gestion de ces bâtiments, à un moment où une loi climat et résilience va mettre en place le principe de zéro artificialisation nette, nous fait comprendre que la bonne gestion de ce bâti ancien doit permettre de répondre à des politiques publiques qui dépassent très largement le cadre technique du bâtiment. Également, si on peut éviter de démolir des bâtiments pour reconstruire du neuf en termes de gestion de déchets et d'analyse de cycle de vie, il y a une véritable réponse à apporter par tout ce bâtiment. Et ensuite, il y a une dimension culturelle, architecturale, de perte patrimoniale et qu'il faut bien prendre le virage. Et c'est tout le sens de la présentation qui vient d'être faite par Angélique Sage avec le label Effinergie Patrimoine, où rénover des bâtiments en faisant perdre le caractère architectural d'une façade, ça n'a pas forcément de sens. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir mener aussi, prendre ce virage et de conserver les caractéristiques culturelles et patrimoniales des bâtiments. Alors, je disais tout à l'heure que je travaillais au CEREMA et que, en gros, notre mission, c'est de répondre aux politiques de transition écologique. Donc, il y a un enjeu lié aux consommations énergétiques de ce parc et aux émissions de gaz à effet de serre associées. Je disais tout à l'heure que le bâti ancien
Donc, je répète, je vais le répéter plusieurs fois de manière à ce que ça rentre. Donc, avant 1948, représente un tiers du parc. En gros, le parc immobilier français de résidentiel, il se décompose en 3 tiers, sensiblement équivalent de entre 10 et 11 millions de logements. Premier tiers, bâti ancien. Deuxième tiers, les 30 Glorieuses, où on a reconstruit rapidement pour faire face aux besoins. Troisième tiers, le post-crise pétrolière, avec donc les premières réglementations thermiques et donc l'apparition des premiers logements qui sont isolés thermiquement. Et on voit, lorsqu'on croise ces 3 périodes, avec ces 3 groupes homogènes de 11 millions de logements, qu'on a des performances énergétiques qui sont hétérogènes, avec le cancre étant la période des 30 Glorieuses, avec une performance énergétique assez dégradée. Les bâtiments répondant aux réglementations thermiques successives qui ne cessent de s'améliorer pour arriver à des résultats à l'horizon de 2050 proche du zéro. Et là, on est, donc si on focus sur le bâti de avant 1948, on est sur un niveau de consommation de 200 kWh par mètre carré par an qui reste largement perfectible et qui représente un gisement potentiel d'économie d'énergie assez intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à ce sujet. Alors, le bâti ancien, en fait, il est très large et très hétérogène en termes de réponse architecturale, en faisant appel à toutes sortes de matériaux, la pierre, la terre, le bois. C'est un bâti, enfin ces matériaux en général sont des matériaux locaux qui font appel à des compétences locales et expertes pour la mise en œuvre, avec évidemment une très large diversité de compositions architecturales représentatives des régions qui peuvent proposer des réponses assez emblématiques des savoir-faire locaux. Donc là, vous avez des illustrations qui caractérisent cette diversité architecturale sur ce bâti ancien, au gré des régions dans lesquelles ils sont situés. Et en fait, si on caractérise un petit peu le comportement et la conception, le bâti ancien aujourd'hui qui est resté sur pied et qui est sur le territoire, il répond à ce qu'on appelle une conception bioclimatique, avec une optimisation des volumétries et des dispositions par rapport à la course du soleil. En gros, c'est la sagesse des anciens pour concevoir avec l'environnement de manière à optimiser le comportement du bâtiment. Un aménagement d'espaces tampons par rapport aux usages du bâtiment, là encore qui font appel à la sagesse. Et une mise à disposition, donc, mise à profit de dispositions, donc, de dispositifs naturels de protection vis-à-vis du soleil, vis-à-vis des vents, de manière à optimiser également l'implantation. Le bâti ancien, il n'y a pas que du bon, mais il y a du bon quand même sur certains aspects. Il est caractérisé, notamment grâce à son inertie, par un bon confort thermique, un bon confort d'été, dû à ces murs façonnés, à une ventilation naturelle traversante en général, et comme je le disais, avec, lorsque c'est possible, les protections solaires qui vont bien, qui permettent d'avoir une réponse assez satisfaisante au confort d'été. Aujourd'hui, quand on sait que la problématique numéro 1, c'est le confort d'été, parce que les épisodes caniculaires vont être de plus en plus fréquents, on peut se dire qu'il y a un intérêt à travailler sur ce type de bâti. Inversement, là où le bâti ancien, lorsque les conditions ne sont pas adaptées, au niveau du confort d'hiver, on peut avoir des performances qui sont médiocres, notamment dû à l'effet de parois froides, dû à l'effet au rayonnement de parois qui sont froides, qui sont mal isolées et qui rayonnent du froid alors que la température de l'air reste relativement chaude. Cette différence de température peut provoquer des aspects assez inconfortables.
sans parler des factures énergétiques qui sont associées, parce qu'on continue à chauffer de l'air qui ne réchauffe pas. On a des problématiques d'étanchéité à l'air qui sont assez médiocres, des performances d'étanchéité à l'air qui sont assez médiocres et qui ne contribuent pas à une performance énergétique, je dirais, satisfaisante. Et aujourd'hui, donc, si on vient à résumer le comportement du bâti ancien, on va mettre en évidence, en fait, l'importance du comportement hygrothermique de l'enveloppe des parois. Et notamment avec la migration de ce que sont de l'humidité à travers les murs. Il ne manque pas une occasion où je donne une conférence sur le bâti ancien où les gens lèvent la main et me disent « Ah, mais à vouloir faire des bâtiments étanches, vous faites des bouteilles thermos qui sont invivables alors qu'il faut qu'un bâtiment respire. » Je vais prendre 2 minutes pour expliquer la différence entre respirer et ventiler et perspirer. L'enjeu de respirer, c'est de l'air qui traverse le bâtiment de manière à renouveler l'air et qui ait une qualité hygiénique de l'air qui soit satisfaisante. Donc de l'air rentre par un endroit, il vient diluer, vient assainir l'air et il ressort. Ce que les gens disent par respirer, en fait, c'est transpirer. Ce n'est pas de l'air qui doit passer, c'est de l'humidité, c'est de l'eau, c'est des molécules de vapeur d'eau qui sont évacuées ou pas à travers les murs. Et donc, quand on dit qu'un mur respire, c'est qu'il permet à l'air, à ces molécules de vapeur d'eau, de traverser le mur et d'être évacué. Et donc, il y a une bonne gestion de la vapeur d'eau. C'est le cas du bâti ancien. Dès lors que l'on vient isoler un bâtiment, si on isole avec des matériaux qui vont couper cette migration de la vapeur d'eau, on va créer des dysfonctionnements, des pathologies constructives du fait de la condensation qui vont donner lieu à de la moisissure. Donc, permettre la migration de cette vapeur d'eau à travers l'enveloppe du bâtiment est quelque chose d'essentiel, en tout cas bien la comprendre, est quelque chose d'essentiel. Et il faut tenir compte à la fois de cette migration de la vapeur d'eau, mais également des échanges d'air liés au renouvellement d'air par la ventilation. Donc ce sont 2 choses différentes qu'il convient de traiter. Et c'est là qu'on voit le niveau d'expertise qu'il faut avoir pour traiter correctement ce genre de sujet. Alors, je suis désolé si je vous ai un peu perdu, mais il me semblait important de faire cette différence et d'anticiper la question. On a peut-être gagné 2 minutes sur une question. Voilà, donc j'ai présenté un petit peu les caractéristiques du bâti ancien. Et là maintenant, je vais parler du centre de ressources pour la réhabilitation responsable du bâti ancien qui s'appelle CREBA. Si vous allez sur Internet et vous tapez CREBA, C-R-E-B-A, vous allez tomber sur ce centre de ressources. C'est un centre de ressources qui a été créé en 2018, donc sous la coordination du CEREMA, avec une école d'architecture, l'école d'architecture de Toulouse, l'école d'ingénieurs des arts et métiers de Cluny, et 2 associations, Cité remarquable de France et les Maisons paysannes de France, de manière à compiler tous les savoirs que l'on avait sur le bâti ancien, capitaliser et diffuser les connaissances auprès des professionnels. Et donc, ce centre de ressources, il a été porté sur les fonds baptismaux en 2018. Donc là, on va fêter ses 6 ans. Et avec le soutien donc, des ministères de la Transition écologique et de la Culture et du programme Pacte, et des partenaires nous ont rejoints au fur et à mesure. Aujourd'hui, on compte une bonne douzaine de partenaires, dont Effinergie, qui vient de faire la présentation par Angélique Sage. Donc des partenaires nationaux, voire même internationaux, puisque le Climate Heritage Network est aussi partenaire de CREBA. Et là, l'idée, c'est de travailler ensemble à plusieurs mains pour identifier des ressources, pour créer de la ressource et les mettre à disposition des professionnels. Alors, je vais détailler un petit peu tout ça. Donc, je vous invite à visiter le site internet qui donc, met à disposition un espace documentaire qui référence des publications qui sont publiques
qui sont référencées et qui sont mises à disposition donc, des professionnels avec un résumé. Donc, à ce matin, il y avait 133 publications qui étaient référencées sur cette espèce de documentaire. Des outils de la réhabilitation responsable, des retours d'expérience, je vais y venir. Alors, le principe en fait de CREBA, le leitmotiv, c'est réhabilitation responsable du bâti ancien. Je vous ai longuement parlé de la notion de bâti ancien. Il y a un mot qui est important, il y a deux mots qui sont importants, c'est réhabilitation et responsable. Responsable, ici, c'est dans le sens de équilibrer. De la même manière que Effinergie nous expliquait qu'il fallait travailler sur deux jambes, là, en fait, nous, on explique qu'il faut s'asseoir sur un tabouret à 3 pieds. Un pied qui est celui de l'amélioration de la performance énergétique, un pied qui est sur celui du respect de la valeur architecturale et patrimoniale. Donc là, a priori, on est totalement en phase avec Effinergie. Et c'est fort heureusement d'ailleurs. Et le dernier sujet, c'est l'approche technique et d'éviter les pathologies. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure avec ma digression un peu stratosphérique, mais il faut absolument comprendre le comportement d'un bâtiment. Et donc la réhabilitation du bâti ancien, ça nécessite une expertise technique qui est importante. Là-dessus, et l'idée c'est de mener de front ces 3 aspects. Une fois, il y a une quinzaine d'années, sur une conférence sur le bâti ancien, André Pouget expliquait que la démarche de réhabiliter le bâti ancien, c'est un peu comme une démarche, un médecin qui doit ausculter un patient. Mais en fait, ce n'est pas un médecin, c'est un vétérinaire, parce que le patient, il ne parle pas. C'est un animal en fait qu'on a en face de soi. Et il faut déjà comprendre ce qu'il a, l'animal, là où il a mal, et comment le soigner. Donc cette image, je reprends assez souvent, il faut la garder en tête, il faut avoir une connaissance experte et il faut faire parler le bâtiment. Et cette 3e dimension de la dimension technique, elle est essentielle aussi. Enfin, les 3 sont importantes, mais... Alors, parmi les outils et les ressources, je dirais la numéro 1, c'est cette charte de la réhabilitation responsable qui a été écrite à plusieurs mains par les membres fondateurs et qui pose toutes les recommandations pour mener de front ces trois projets. Cette charte, en fait, elle a été déclinée ensuite en règlement de l'expérimentation Effinergie Patrimoine que vient de vous présenter Angélique Sage. Donc il y a vraiment, c'est pas de la consanguinité, mais c'est les mêmes acteurs qui travaillent sur les sujets et tout ça se retrouve. Donc je vous invite à la télécharger si ça vous intéresse, d'avoir cette approche générale sur le site internet de CREBA. Tout à l'heure, je parlais de 2 mots qui étaient importants, réhabilitation, responsable. J'ai expliqué responsable. Il y a le mot réhabilitation aussi qui est important et que je distingue de rénovation. Rénovation, ça veut dire mettre au goût du jour avec des techniques nouvelles du moment. Réhabilitation, ça veut dire amener redonner la valeur du bâtiment. C'est-à-dire que le bâti ancien, il a été construit selon des principes, avec des matériaux qui forgent l'identité de ce bâti. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de rénover un bâtiment avec des matériaux de l'ère industrielle, on va dire, mais de travailler avec les matériaux qui étaient ceux liés à l'origine du bâtiment. En gros, une façade, les menuiseries en bois, il faut garder cet esprit-là pour que le bâtiment garde sa valeur, en fait. Et donc, c'est cette notion de réhabilitation qu'on tend à privilégier, évidemment, en visant une performance énergétique en lien avec les ambitions des projets. Donc, on est sur une approche méthodologique multicritère. L'importance essentielle, ça a été dit tout à l'heure, je le redis aujourd'hui, de la matière grise et donc d'un diagnostic global avant travaux. On n'imagine pas un vétérinaire
essayer de trouver une solution sans essayer de comprendre la cause. Et donc cette étape fondamentale qui est le diagnostic, et ça a été dit tout à l'heure par Angélique, on y attache beaucoup d'importance. Et l'idée sera de trouver un compromis entre les différents enjeux, ces trois dimensions, environnementale, architecturale et technique. Et il faudra faire des choix. Alors, au niveau de l'espace documentaire, je vous invite donc également à regarder ce qu'il y a disponible sur le site avec un moteur de recherche qui permet de trier parmi les références, avec des entrées géographiques, des entrées par matériaux, des entrées par type d'usage de bâtiments. Des outils, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais des outils d'aide à la décision, des outils qui peuvent servir... alors, on peut les appeler d'aide à la décision. Pour certains, c'est des outils de questionnement qui permettent de se poser les bonnes questions. Ça ne répond pas forcément, mais ça permet déjà de poser les questions et de voir, lorsqu'on fait des bouquets de travaux, si ces travaux sont compatibles les uns avec les autres dans une problématique de réhabilitation de bâtis anciens. Pour ceux qui sont fans des MOOC, on a fait un MOOC il y a maintenant 2-3 ans, qui a rencontré un gros succès sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable. Alors, les MOOC sur cette plateforme sont mis à disposition sur des périodes de temps qui sont délimitées dans le temps. Et là, à partir de 2025, en fait, il va être ouvert tout le temps. Donc, il suffit de s'inscrire et on aura toute l'année pour faire le MOOC. C'est ce qu'on appelle le self-paced. Mot que je ne connaissais pas. Et donc, vous pouvez, si vous allez sur la plateforme MOOC Bâtiment Durable, vous cherchez le MOOC Créba et vous pourrez... les inscriptions vont commencer lundi 14 octobre, dans 2 semaines. Et donc ce MOOC, sous la forme de modules, de 4 modules qui représentent une quantité de travail entre 2h30 et 3h, chacun vous donne les bases des recommandations et des exemples de réponses d'opérations de réhabilitation du bâti ancien. Et enfin, alors je vais peut-être pas, j'aurai pas le temps de tout présenter de manière à laisser du temps à des questions. Je vous invite à consulter également les retours d'expérience. Il y a 16 retours d'expérience qui sont disponibles sur le site internet. Avec donc une analyse qualitative de retour d'expérience sur l'opération, donc description du bâtiment avant les travaux, présentation donc du diagnostic, présentation des travaux qui sont proposés, constat donc sur le déroulement du chantier et évaluation de la performance énergétique au final. Donc là, on a 3 exemples, mais que je n'aurai pas le temps que je préfère zapper pour... donc par exemple, un exemple d'un logement au parc naturel régional du Vexin, dans le Val d'Oise. Donc une maison individuelle, et donc qui répond au niveau de performance BBC Finergie Rénovation, avec des choix de matériaux biosourcés, d'ouverture pour améliorer l'éclairage. Donc ça, c'est un premier exemple que je survole. Un autre exemple ici, c'est donc un bâtiment tertiaire, donc sur le grand site Sainte-Victoire, donc en région PACA. Une réhabilitation environnementale d'une vieille bâtisse qui était en ruine du 19e siècle et qui, elle aussi, a donné lieu à un résultat de niveau BBC Rénovation très intéressant qui a été primé bâtiment durable méditerranéen médaille d'or. Là encore, qui fait appel aux matériaux biosourcés et avec un travail sur l'architecture assez intéressant. Et enfin, un exemple de logement dans le centre-ville, donc de logement collectif, une maîtrise d'ouvrage Solia, donc pour le compte de collectivités locales, donc ville de Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques au sud-ouest de la France. Là encore, donc un niveau de performance théorique qui était aux alentours de 60 kWh et mesuré en réalité un peu en dessous de 100 kWh.
Bon, tout à l'heure, quand je présentais la moyenne du bâti ancien, on était aux alentours de 200. Donc là, on a divisé par 2 la consommation énergétique avec cette réhabilitation sur du R+5 et ils en ont profité pour amener des réponses en termes d'accessibilité du logement. Voilà, il reste 4 minutes, comme ça. Merci beaucoup Andrés d'avoir respecté les délais. Avez-vous des questions sur la charte ou sur des REX? N'hésitez pas. Bonjour. J'aimerais rebondir sur une question que vous avez soulevée tout à l'heure concernant la déperdition du savoir-faire. C'est en termes de quoi en fait? Est-ce que c'est en termes de formation au métier de la ville spécifique ou en termes d'expertise ou en termes de capacité d'encadrement de l'ensemble des bâtis recensés comme objets? Première question. Deuxième question, ça concerne le volet directive européenne, normalisation et réglementation concernant l'intervention sur le bâti. Est-ce que ça concerne les 2 volets, thermique et patrimonial, ou non? Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, sur les compétences, en fait, c'est un sujet essentiel. À la fois la compétence, tout à l'heure, je disais que la reconstruction, c'est un virage. Donc, en fait, il y a eu une saignée dans la démographie due aux 2 guerres mondiales qui fait qu'on a perdu une compétence. Et en plus de ça, on a l'industrie qui a apporté une réponse pour répondre à l'enjeu de la massification. Donc, ces 2 constats font qu'on a pris un virage à, je dirais, presque à 180 degrés. Et aujourd'hui, donc, on manque à la fois de compétences techniques pour bien mettre en œuvre et bien prescrire et bien concevoir. Et puis, donc il faut amener ces gens, amener la filière de la construction, je dirais essentiellement la maîtrise d'œuvre et les entreprises à prendre ce virage. Et après, il y a une équation économique qui fait qu'aujourd'hui, ça prend du temps de réfléchir et de bien comprendre ce qui se passe. Et ce temps, il est mal valorisé aujourd'hui. Donc, on voit beaucoup d'entreprises en fait, qui ne prennent pas ce virage. Celles qui prennent le virage et qui sont formées et qui ont compris et qui sont expertes, elles ont un carnet de commandes qui est juste exponentiel. Celles-là, elles n'ont pas de problème. Mais on ne voit pas beaucoup d'entreprises qui leur emboîtent le pas parce que ça demande un niveau de formation, un niveau d'investissement et derrière de valorisation qui ne sera pas forcément tout de suite au rendez-vous. Donc c'est pour ça que ce virage il n'est pas forcément pris. Et aujourd'hui, nous on s'inscrit dans une posture de massification des performances, enfin de l'amélioration des performances énergétiques. Mais cette massification, le bâti ancien, on n'a pas des solutions qui sont universelles. Chaque cas nécessite d'apporter une réponse. Donc en fait, nous, c'est la massification des compétences qu'on veut. C'est la massification de la montée en compétences et la qualification des professionnels pour prendre conscience qu'il faut ce diagnostic. En fait. Il faut faire cette première étape qui aujourd'hui n'est pas beaucoup valorisée d'un point de vue financier, mais qui est absolument essentielle. Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question sur la... Enfin, j'espère que j'ai répondu. Oui. Et donc, la deuxième question, c'est sur la directive européenne. Aujourd'hui, on a des réglementations qui sont générales et qui ne distinguent pas le bâti ancien par rapport à la construction neuve. Enfin, si. Il y a une distinction, mais par rapport à ça, en fait, on est sur, c'est ce qu'expliquait Angélique Sage, il y a 15 ans, ils ont fait une expérimentation BBC, Effinergie, qui est devenue la RT 2012. Aujourd'hui, les expérimentations qui sont mises en place avec le patrimoine doivent conduire, avec toute l'inertie que ça implique, à une labellisation et à une réglementation à terme
pour tenir compte de ces aspects. Mais aujourd'hui, le seul ressource sur laquelle on peut s'appuyer, c'est les normes de prise en compte des qualités patrimoniales des bâtiments, mais qui n'ont pas de valeur réglementaire en fait. Merci beaucoup. Je peux terminer avec une dernière question, c'est sur l'enjeu financier. Que pouvez-vous nous dire sur le retour sur investissement? Vous savez que parfois, s'il n'y a pas de retour sur investissement, pas d'intérêt, pas d'action. En fait, le retour sur investissement... Non, je ne vais pas vous dire qu'il y a un retour sur investissement de 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, parce que chaque cas est particulier. C'est juste qu'aujourd'hui... tout à l'heure, je disais réhabiliter, c'est donner de la valeur à un bâtiment. Cette valeur, c'est une valeur financière, c'est une valeur d'usage. Si vous faites aujourd'hui des bâtiments neufs qui prévoient pas qu'il y aura des canicules de plus en plus souvent et qu'ils vont pas être confortables, et vous aurez peut-être sûrement du mal à les louer dans 5-10 ans. Donc, temps de retour sur investissement, je ne suis pas capable de vous donner une réponse claire. Mais c'est juste qu'il faut... Et pareil, pour l'usage, tout à l'heure on l'a évoqué, la question de l'usage, de comment transformer l'usage des bâtiments pour tenir compte de ces aspects de changement climatique, de ces aspects de flex office, de changement d'usage. Aujourd'hui, dans les écoles, dans les bâtiments scolaires, un bâtiment scolaire est utilisé un tiers du temps. Sauf que c'est au moment de l'été qu'il y a les examens. Donc s'il y a des canicules au moment où le plus important de l'année, il faut qu'on fasse attention. Je discutais avec un gestionnaire de patrimoine immobilier de bâtis anciens du ministère de la Justice qui disait que pour des questions de confidentialité, les portes devaient être fermées. Et donc en fait, de trouver... Alors la justice, il faut qu'elle fonctionne 24 heures sur 24, ça c'est sûr, on ne va pas dire qu'en été la justice s'arrête, mais il faut qu'on trouve des manières de fonctionner en réinventant l'usage des bâtiments. Et tout ça, c'est de l'intelligence qui donne de la valeur, et à un moment, ça peut être valorisé en actif sur un parc immobilier. Mais je ne suis pas capable de vous dire. Merci beaucoup. Où peut-on vous retrouver, voilà. Andrés, si on souhaite prolonger la conversation? Donc, pour ceux qui veulent, j'ai amené une petite plaquette de Créba. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur le stand du CEREMA, Hall 1, J42. Parfait. Avez-vous d'autres questions pour conclure? Alors, je vous souhaite un très bon appétit. On va se retrouver à 14h30 pour une conférence sur l'héritage des Jeux Olympiques. Donc à tout à l'heure à 14h30. Merci beaucoup.